BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Crypto, le club. Aujourd'hui, on répond à vos questions qui sont tombées nombreuses sur notre boîte crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Vous savez, vous pouvez nous poser toutes les questions sur le secteur que vous voulez, on y répond. Aujourd'hui, avec Morgane Ellandus, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Et Enzo Allo, fondateur et CEO de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Vous continuez à nous écrire. Allez, c'est parti, les questions-réponses. C'est le club BFM Crypto. Morgane, César vous demande: je voulais avoir votre avis sur les plateformes de type broker sur lesquelles on peut acheter des cryptos sans pouvoir les détenir en physique. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, j'achète du Bitcoin sur DEGIRO. Alors, je pense que notre auditeur a voulu dire Derigo. Et en fait, c'est une plateforme, un courtier européen, à la base plutôt spécialisé en bourse. Plus de 3 millions d'utilisateurs, donc ils sont quand même assez connus. Et aujourd'hui, ils permettent effectivement d'acheter également des cryptos. La plus-value de ce type de plateforme, c'est de pouvoir à la fois s'investir en bourse et crypto sur une seule plateforme. Le montant minimum pour investir, c'est 1 euro. Et c'est vrai que les frais sont assez compétitifs sur cette plateforme. Par contre, là où c'est un petit peu limite d'utiliser ce type de plateforme, c'est par exemple le fait que vous n'êtes pas propriétaire évidemment de vos actifs. Vous devez faire confiance à un tiers. En l'occurrence, ici, vos cryptoactifs, ils vont être déposés chez un dépositaire crypto allemand agréé. Mais surtout, quand on va sur la plateforme et qu'on va dans l'onglet crypto, j'invite notre auditeur à le faire, on peut lire qu'à aucun moment, si vous avez des cryptos sur cette plateforme, vous allez pouvoir les sortir. Donc pour moi, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on doit faire la vente de ces actifs. Donc en conclusion, ça peut être une solution. Si vous investissez en bourse et en crypto, c'est une solution peut-être de facilité. Et puis, si on veut simplement s'exposer au prix, je peux comprendre. Mais de manière générale, la plupart des gens qui s'intéressent quand même à notre écosystème, ils n'ont plus envie de faire confiance à une entité centralisée. Et si on a envie d'être en self-custody, ce dont je parle quand même souvent, être propriétaire réellement de vos actifs sur la blockchain, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution aujourd'hui. Il y en a d'autres qui existent. Oui, ça veut dire qu'on n'a plus le choix de toute façon. Donc, effectivement, ça, c'est problématique. Vous posez beaucoup de questions sur la possession, effectivement, sur la fiscalité et sur les plateformes, justement, parce qu'on parle depuis plusieurs semaines de ces plateformes qui vont fermer à cause de la réglementation. Il y a Alain qui nous demande: je suis un day trader régulier de crypto futures. La réglementation européenne fait partir les plateformes les unes après les autres de la France. Bybit est interdit depuis 2 ans. BitGet va fermer en avril. Il ne reste que Kraken a priori. C'est pas normal. Pour ma part, j'utilise la plateforme américaine MEX. Existe-t-il une ou 2 autres plateformes possibles pour des contrats à terme futurs disponibles pour les résidents français, que l'on soit résident fiscal français ou non, Enzo? Bien sûr. Alors, effectivement, on est sur une période aujourd'hui, on va dire charnière. Donc, je conseille quand même d'être un petit peu plus attentiste, surtout que ça va être l'histoire d'encore quelques mois pour avoir un visage bien redéfini de toute la concurrence crypto. Alors effectivement, la problématique aujourd'hui de cette réglementation, c'est qu'elle est très restrictive et que, fin de compte, au début de marché, on va avoir assez peu de concurrence. Donc le ressenti d'Alain, je le partage. Effectivement, alors on va en citer plusieurs pour ne pas faire de pub dérivée, mais en France, vous aurez pouvoir accès à Kraken, donc, qui va être, je pense, une des plateformes les plus sûres quand même en termes de traitement de différents actifs, dont des contrats futurs. Mais vous avez aussi OKX qui a visiblement un enregistrement aujourd'hui MiCA et KuCoin qui est en pré-enregistrement. Alors voilà, ça fait au moins 3 plateformes différentes. En revanche, attention bien sûr toujours sur ce type de produits qui sont risqués, donc encore plus risqués sur une classe d'actifs risqués. Donc voilà, il faut bien prendre ses précautions. J'imagine qu'Alain, en étant day trader régulier, connaît bien tout ça. Attention à ceux qui voudraient se lancer aujourd'hui. La volatilité n'a pas disparu et on peut encore avoir des retournements de marché très importants. Donc précaution avec ce genre de produit. Précaution aussi avec cette période, on l'a dit, on l'a expliqué depuis 2-3 semaines, effectivement, la réglementation fait que certaines plateformes vont disparaître parce qu'elles n'ont pas présenté les dossiers MiCA ou que c'est en attente. C'est dans les mois qui viennent que ça va se jouer entre mars et fin juin. Donc faites attention à vos actifs dès maintenant. Regardez ce que vous avez à faire, regardez tout ce que vous possédez. On en a discuté longuement la semaine dernière dans l'émission. Vous pouvez revoir d'ailleurs cette émission en podcast et en replay. Une question de Mathis pour vous, Morgane. Au vu des récentes bévues des plateformes d'échange centralisées qui permettent d'acheter des crypto-monnaies, je me demandais si on pouvait acheter des cryptos en se rendant sur la blockchain directement. Et si oui, comment on fait ?
Tout à fait. On parle souvent des plateformes centralisées pour acheter des cryptoactifs, mais il existe aussi des plateformes qui ont été développées directement sur la blockchain. C'est ce qu'on appelle dans notre écosystème des DEX, des Decentralized Exchange. Alors la manière d'interagir avec un DEX, c'est en 3 étapes. Première étape, on va trouver quel DEX on a envie d'utiliser. Il y a plusieurs blockchains et sur certaines blockchains, vous avez le choix entre plusieurs Decentralized Exchange. La deuxième étape, ça va être de choisir un portefeuille. Ce portefeuille, vous allez le connecter à ce DEX. Donc, imaginons par exemple que vous êtes dans l'écosystème d'Ethereum. Un DEX assez connu, c'est Uniswap, un des plus anciens. Eh bien, vous allez pouvoir connecter un portefeuille de type Rabi Wallet. Si on est dans l'écosystème de Solana, eh bien, il y a des DEX comme Radium ou encore Jupiter. Et là, vous allez pouvoir connecter un portefeuille comme par exemple le Phantom Wallet. Donc, ça va vraiment dépendre de quel est l'actif que vous voulez acheter, sur quelle blockchain est-ce qu'il est disponible. Et ensuite, vous faites le choix du DEX, mais vous allez connecter ce wallet. Pourquoi ? Parce que la grosse plus-value, en fait, de faire des transactions directement sur un DEX, eh bien, c'est que vous êtes propriétaire du début à la fin de vos actifs. On est vraiment décentralisé sur la blockchain. Et la troisième étape qui est essentielle, ça va être d'acheter en amont la crypto native de la blockchain que vous allez utiliser. Par exemple, dans l'écosystème d'Ethereum, ça va être de l'ETH, de l'Ether, et dans l'écosystème de Solana, ça va être du Sol. Ce qui est intéressant ici, et on le dit souvent aussi dans cette émission, c'est qu'il faut se connaître en tant qu'investisseur. C'est une chose d'avoir été un peu déçu par certaines plateformes. Mais après, il faut voir ce qui correspond le mieux à notre façon d'investir pour acheter ces cryptos et pour les détenir. Hein. On l'explique souvent dans cette émission. Enzo, il y a Michel qui nous demande qu'est-ce que le BIP 360, solution proposée pour protéger Bitcoin du risque posé par l'informatique quantique. De quoi s'agit-il exactement ? J'ajoute que Michel nous remercie pour cette émission qui est très intéressante pour tout comprendre sur les cryptos. Merci beaucoup. On répond à sa question, Enzo. Alors, eh bien, d'une manière générale, ça va changer potentiellement la manière dont on verrouille les bitcoins, hein, je le mets entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'une attaque quantique déjà sur Bitcoin ? Mais en fait, ça pourrait se définir simplement à utiliser un ordinateur quantique pour lequel on essaierait de casser la cryptographie et donc à partir de la clé publique, remonter à la clé privée. Alors, je m'explique. Lorsque vous faites une transaction dans la blockchain, vous allez toujours avoir à révéler votre clé publique si vous voulez en recevoir, tout simplement. Et puis, pour la personne à qui vous allez envoyer des cryptos, il va vous envoyer sa clé publique et donc en envoyant des crypto-monnaies, il aura la vôtre, forcément. Casser la signature quantique de ce genre de choses signifie en fait, avec un algorithme, pouvoir remonter à la clé privée, donc la clé qui gère en fait le portefeuille, à partir de cette clé publique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le BIP20 en fait va pas faire qu'on va payer avec une clé publique, mais avec la racine de l'arbre de Merkle. Alors là, on est obligé un peu de rentrer dans les termes un peu techniques, mais on va dire que d'une manière générale, le réseau Bitcoin, en tout cas les transactions qui sont dans chaque bloc de Bitcoin, sont organisées selon un arbre dit de Merkle. C'est-à-dire qu'on a une racine qui va se séparer en plein de branches. Et la manière dont on se retrouve dans la gestion de toutes ces données est du coup très simple, puisqu'on a des embranchements qui nous permettent de remonter à la racine. Eh bien, en ne payant pas directement avec le bout de la feuille, mais avec la racine, ça va complexifier énormément en cas d'attaque quantique, le fait de pouvoir remonter à la clé privée et le fait de pouvoir dérober des bitcoins, les voler, faire des transactions avec, alors que je ne possède pas le portefeuille. En revanche, attention, en gros, cette mise à jour n'est pas encore tout à fait finalement implémentée. Hein. C'est en train, c'est pas encore fait. Et ensuite, est-ce que ça va réduire à zéro le risque ? Je ne pense pas. C'est une étape de plus vers la sécurisation de ce réseau, vers les risques quantiques. L'informatique quantique, ça pose beaucoup de questions dans notre secteur à plein de niveaux. C'est sûr. Après, on considère, selon les théoriciens, qu'à partir du moment où, effectivement, les ordinateurs sont quantiques, la cryptographie, elle aussi, le sera, et que donc, en tant que c'est un jeu à somme nulle, en fait, si vous voulez. On aura des ordinateurs quantiques qui vont essayer de forcer des cryptographies quantiques. Donc ça s'annulera. Après, aujourd'hui, c'est un peu théorique pour moi, en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est un peu théorique. En effet, on est à peine assez avancé pour voir vraiment les risques que ça pose. Eric vous demande, Morgane, que pensez-vous du cold wallet Frostnap ? Pourquoi n'entend-on pas parler de cette solution qui semble allier multisig et simplicité ? Effectivement, c'est un cold wallet multisig. Alors, qu'est-ce que ça veut dire multisig ? De manière générale, quand on parle de cold wallet, en fait, on parle d'un seul portefeuille qui va nous permettre de signer une transaction pour qu'elle s'exécute. Un multisig, par définition, j'ai besoin de plusieurs wallets qui vont signer une transaction afin qu'elle puisse s'exécuter. Alors, en l'occurrence, ici, il nous parle d'une marque qui est vraiment spécialisée et focus sur Bitcoin. Et quand on va sur le site de cette marque, il préconise d'acheter 3 cold wallets différents. On peut les acheter
directement en Bitcoin, puisqu'ils sont très ancrés dans le monde de Bitcoin. Et il recommande aussi de mettre une sécurité en multisig de 2/3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les 3 cold wallets que j'ai, j'aurai besoin de 2 wallets pour signer une transaction afin qu'elle puisse s'exécuter. Donc ça, c'est le niveau de sécurité qu'il préconise. Le multisig, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a aussi des défauts à ce mode de sécurisation. La première chose, c'est la lenteur. Forcément, si j'ai plusieurs portefeuilles et plusieurs personnes différentes qui doivent accepter une transaction, eh bien, ça va mettre un petit peu plus de temps. Il y a aussi le fait qu'il y a une complexité qui est beaucoup plus importante. Si j'ai un seul cold wallet, je dois configurer un seul cold wallet. Si j'ai plusieurs cold wallets, je dois configurer plusieurs cold wallets. Mais la grosse plus-value, je pense, d'utiliser le multisig, c'est avoir une sécurité qui est évidemment renforcée. En fait, on a une protection contre le vol, on a une protection aussi contre la perte d'un portefeuille, puisque si j'ai 3 portefeuilles et que je n'ai besoin que de 2 portefeuilles pour signer une transaction, eh bien le 3e, s'il est perdu ou volé, ça n'impacte pas, donc ça ne compromet pas l'ensemble de mes fonds. Et ça, c'est la grosse plus-value du multisig. Ouais, c'est intéressant, effectivement, parce que chaque situation, on a un peu peur qu'il y ait une faille, notamment sur les ledgers, par exemple. C'est intéressant d'entendre qu'il existe ça. Il y a une question ledger, d'ailleurs, de Stéphane pour vous, Enzo. Comment transmettre une clé ledger ? Et deuxième question, est-ce qu'on doit la déclarer ? Alors, tout dépend de la manière dont on va la transférer. Pour moi, le sujet n'est pas fiscal ici, mais il est plutôt technique. Vous allez avoir 2 moyens de pouvoir vous séparer d'une clé ledger d'une certaine manière. C'est la donation ou la transmission. Le plus simple d'abord, la donation, en fait, vous allez simplement avoir besoin de 2 informations qui sont la valeur du portefeuille au moment où vous allez le donner et puis la valeur d'acquisition totale des jetons à l'origine, ce qui va vous permettre de pouvoir calculer, fin de compte, les droits de transmission. En revanche, ce qui va poser un peu plus de problèmes, c'est donc la transmission, puisqu'on la prévoit dans le temps. Et qu'une clé ledger, comme on en a parlé déjà, il y a une clé publique, une clé privée. Et qu'aujourd'hui, il n'existe aucun notaire qui ait le droit de garder une clé privée pour le compte de ses clients. C'est un élément très important, puisqu'aujourd'hui, si vous rédigez juste un testament classique, votre notaire a accès à votre portefeuille crypto. C'est ce qu'on interdit aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs crypto des marchés financiers. Donc, il y a des solutions, par exemple, qui est celle du testament mystique, par exemple, qui va coûter un petit peu plus cher. Alors, je ne suis pas notaire, mais il va falloir, du coup, prévoir sous-sceller un testament et l'ouverture est réalisée au moment où les conditions prédéfinies sont atteintes. C'est donc soit la mort ou malheureusement un autre événement de vie. Et donc on va avoir un petit peu ces 2 aspects, la donation ou la transmission. Fiscalement, on aura toujours la même chose d'imposition sur les plus-values. Ça, c'est transversal dans tous les cas. Bienvenue en France. Mais voilà, juste bien penser que la donation, du coup, plus simple. La transmission, aujourd'hui, on a des problématiques techniques plus que fiscal, vous inquiétez pas, c'est très bien fiscalisé. Ça, vous pourrez retrouver toutes les informations, mais attention à qui vous allez confier la clé, pendant combien de temps. Et le notaire ne peut pas garder ça dans un casier chez lui, sur des documents, sur son bureau, etc. C'est déjà compliqué de la garder à la maison, effectivement. Ça met un petit poids sur vous quand vous avez cette responsabilité. Pardon de poser cette question extrêmement naïve. Mais est-il nécessaire de passer par le fisc ? Je pense que tout le monde se pose la question dans la mesure où on a une clé ledger, elle est physique. Si on donne par exemple tous les codes, les clés à son héritier, oui. Est-ce que c'est pas possible dès le départ, en ayant pensé à son portefeuille crypto fait comme ça, de finalement ne pas passer par le fisc, et puis on est sur un cold wallet justement. C'était encore possible il y a quelques temps. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle TFR, Transfer Fund, il me manque le R. En gros, pour chaque plateforme, et ceux qui ont pu l'expérimenter l'ont vu, quand vous souhaitez envoyer de l'argent depuis une plateforme centralisée, comme celle dont on a parlé avec Morgane, si vous voulez l'envoyer vers un cold wallet, un wallet non hébergé, ou en tout cas un wallet qui n'est pas détenu par une entité tiers centralisée, on va vous demander si c'est votre wallet ou pas. Ça va leur permettre de faire la traçabilité. Donc aujourd'hui, pour acheter des bitcoins, je suis forcément obligé soit de passer par une plateforme centralisée, soit les avoir minés. Aujourd'hui, les miner, c'est pratiquement impossible. Donc on va dire quelqu'un qui souhaiterait avoir cette stratégie, il va déposer son argent sur cette plateforme. La plateforme va avoir toutes les infos sur cette personne-là. Elle va acheter ses bitcoins, elle va les envoyer vers un portefeuille qu'elle va devoir déclarer comme le sien. Si ce n'est pas le sien, la plateforme va empêcher le virement. Donc, la plateforme communiquant toutes ces informations au fisc, le fisc saura que tel portefeuille appartient à telle personne. C'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui, puisque comparé à la banque, où si vous voulez, on sait tout sur vous, mais on ne sait pas du tout ce que vous déposez comme actif à la banque,
ça, ces nouvelles réglementations nous cassent, nous et notre anonymat personnel et ce qu'on possède comme actif. Et les sommes et les transferts. C'est ça. Et c'est à cause de ça que pour les hackers et pour toutes les personnes qui font des tentatives d'enlèvement, mais aujourd'hui, c'est très simple d'avoir les informations, puisque là où les informations sont détenues, elles ne sont pas en sécurité aujourd'hui. Ah, ça, on l'a redit cette semaine avec Arnaud Toiti. De toute façon, nos données bancaires et nos données crypto ne peuvent être 100% en sécurité. Malheureusement. Nulle part, on est d'accord. Une question d'Anna pour vous, Morgane. Le Luxembourg investit-il dans Bitcoin ? Oui, ils investissent dans le Bitcoin. Ils ont alloué 1% de leurs fonds souverains dans le Bitcoin. C'est inédit puisque c'est le premier pays en fait de l'Europe à l'avoir fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Finances a dit lui-même que pour lui, il faut non seulement comprendre Bitcoin, il faut l'adopter, mais il faut aussi l'utiliser. Pour lui, Bitcoin, c'est vraiment le futur de la finance. Alors, ils ont constitué leurs réserves avec un panier d'ETF Bitcoin. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que le Luxembourg rejoint la liste des autres pays qui ont déjà du Bitcoin. On peut citer le El Salvador, on peut citer le Bhoutan, qui ont non seulement du Bitcoin, mais qui sont aussi des producteurs de Bitcoin, puisqu'ils font du minage avec leurs ressources naturelles, du minage vert. Et les États-Unis, c'est le pays le plus riche aujourd'hui en Bitcoin. Grâce aux saisies antérieures qui ont eu lieu, ils sont partis de ce Bitcoin pour constituer une partie de leur réserve fédérale. On attend toujours un achat proactif, un achat volontaire des États-Unis sur le Bitcoin. Ça devrait arriver, mais c'est intéressant de voir que le Luxembourg fait maintenant partie de cette liste. Oui, effectivement, cette liste qui s'allonge pour ces réserves, en effet. Enzo, il y a DJ qui nous demande quelle est la différence fiscale entre le lending et le stacking. Alors, encore une question fiscalité du coup. Alors, le stacking, c'est pour moi un défaut de langage, ça revient à du minage. Et on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Le minage, c'est une activité économique qui demande, pour un particulier, de devoir créer une société, donc généralement une micro-entreprise. Et donc, les revenus liés au minage vont être taxés comme une activité, donc au micro-BIC par exemple. Le lending, ce sont des revenus financiers. C'est un petit peu différent. Et donc, va s'ajouter à la plus-value que vous allez calculer lors d'une vente, en tout cas d'un actif, d'un cryptoactif vers une monnaie ayant cours légal. Donc, la principale, je dirais, différence fiscale, ça va être l'activité. Je conseille plutôt de générer du revenu financier plutôt qu'aujourd'hui faire du mining. Tout d'abord par souci de rentabilité. Je pense qu'aujourd'hui, générer du rendement via du lending, alors malheureusement, s'ouvre à d'autres risques, qui sont des risques de protocole, qui sont des risques de, justement, que les protocoles que vous utilisez pour faire du lending ne sont pas sûrs, sont généralement développés par des personnes un peu isolées, sont pas audités. Et donc, si vous perdez votre argent dans du lending, vous n'avez aucune assurance, c'est pas du monétaire. Voilà. On essaye d'aujourd'hui, grâce à du lending, pouvoir remplacer une banque, c'est-à-dire que j'ai 10 euros, j'ai 100 euros, j'en ai 100 milliards, je suis en capacité de prêter mon argent. Alors, ce que je vais toucher en rendement sera en ratio proportionnel à ce que j'ai déposé sur le protocole. Mais je trouve un élément intéressant qui est que, en fait, à partir du moment où j'ai du cash, je peux en faire des prêts. En revanche, attention, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de protocole qui, moi, me rassure pour des montants importants de déposer mon argent dessus. Donc ça, c'est plutôt le risque, on va dire. Oui, ok. Les événements, les grands événements crypto pour 2026, c'est Luc qui s'intéresse au calendrier 2026 du secteur, Morgane. Tout à fait. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais je suis partie des prochains événements qui vont avoir lieu et vous allez voir qu'ils sont très cristallisés sur le mois d'avril. Énormément d'événements. Sauf le premier, donc je vais commencer par le premier événement qui a lieu ce soir. C'est Crypto Nice de 19h à 22h. Donc pour ceux qui sont de ce côté-là, sachez que si c'est pas possible pour vous ce soir, ça a lieu tous les mois. Donc c'est un rendez-vous tous les derniers jeudis de chaque mois où vous pouvez aller rencontrer d'autres personnes qui vont vous parler du secteur. Et l'avantage, c'est que c'est 100% gratuit. C'est le seul événement que je vais citer qui va être gratuit de la liste, mais néanmoins, c'est important de le signifier. Donc, c'est ce soir. Le deuxième événement, c'est un événement qui est très attendu par la communauté Ethereum. C'est l'ETHCC qui a lieu chaque année. À Cannes. À Cannes, oui. Exactement. Alors, ce sera du 30 mars au 2 avril. Et puis ensuite, le troisième événement, c'est un événement qui a lieu à Paris. C'est la Paris Blockchain Week. Plus de 10 000 participants sont quand même attendus. Il y aura aussi énormément d'événements autour de l'événement principal. Donc, j'encourage les gens à regarder les side events. C'est comme ça qu'on les appelle. Et ça aura lieu du 15 au 16 avril. Et puis, on va un peu quitter la France. Il y a le token 2049. La première édition va avoir lieu à Dubaï, de nouveau en avril. Alors, ça commence le 29 mars et le 29 avril jusqu'au 30
30 avril, désolé. Et alors, la Bitcoin conférence, et là, ce sera à Las Vegas. Et pareil, ce sera en avril, du 27 au 29 avril. Donc, énormément d'événements quand même pour le mois d'avril dans notre écosystème. Et pour les événements que j'ai cités qui sont en France, vous pouvez les retrouver sur le site Cryptos, qui est en fait un site spécialisé dans l'écosystème crypto, 100% gratuit. Tous les informations supplémentaires que vous pourriez avoir sur les événements en France, ils se retrouvent en tout cas sur ce site. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ce qui est intéressant pour l'événement de Cannes, j'y revenais, c'est qu'ils se sont concentrés sur l'Ether et qu'ils ont mis beaucoup en place d'opérations là-dessus. C'est vraiment intéressant d'avoir misé sur cette crypto-là, en fait. C'est quand même la deuxième plus grosse blockchain aussi en termes de capitalisation. Donc ça me paraît aussi logique, mais il y a une grosse communauté, effectivement. Et j'ai eu des très bons retours pour ceux qui sont passés l'année passée à Cannes. Donc je pense que ça devrait bien se passer cette année également. Et il me semble que Cannes était un peu... précursiste dans le fait de faire de la tokenisation immobilière ou des NFT en lien avec la ville de Cannes. Donc ils avaient déjà entrepris il y a au moins 2 ans de pouvoir déjà créer des activités sur tout cet écosystème. Donc, on verra si les municipales sont toujours porteuses. Mais je sais que le maire de Cannes, David Lisnard, si je ne me trompe pas, est très ouvert au secteur. Ils avaient même fait une séance d'information en amont de l'ETHCC l'année passée et 400 commerçants minimum avaient accepté les cryptos. Et je pense qu'il y en a même certains qui ont continué, au-delà de l'événement, à accepter du Bitcoin. Ils ont compris un petit peu le potentiel aussi, en tant que commerçant, de recevoir du Bitcoin qui peut se valoriser dans le temps. Et donc, finalement, je pense que c'est quelque chose qui a pris plus d'ampleur, mais qui continue aujourd'hui. Et c'est avec ce genre d'initiative qu'évidemment, on fait avancer l'adoption et la connaissance sur ce secteur. Allez, il nous reste 3 petites minutes. Il nous reste une question, celle de Geoffrey. J'ai bien compris qu'il était nécessaire de déclarer tous les comptes ouverts sur une plateforme lors de sa déclaration de revenus. En 2025, j'ai ouvert un compte sur Coinbase, j'ai effectué des transactions et j'ai ensuite clôturé ce compte, car non satisfait de cette plateforme. Peut-on, lors de sa déclaration d'impôt, effectuer les 2 actions suivantes, déclarer l'ouverture d'un compte en 2025 et aussi déclarer la fermeture de ce même compte en 2025 ? De mémoire, il me semble que l'on ne peut pas faire on ne peut faire que l'une des 2 actions. Exactement, c'est vrai. C'est bien le cas, effectivement. Donc après, il n'y a aucun problème à donner plus d'infos à l'administration fiscale que ce qu'elle n'en demande. Ça ne sera jamais un reproche. Donc, ce que je vous conseille, c'est effectivement de commencer par l'information qui est de l'ouverture de compte sur la déclaration de revenus que vous faites pour 2025, là, qui va arriver d'ailleurs le mois prochain à son terme. Et puis de renvoyer un document ad hoc. Ça a déjà arrivé dans mon cas. Je renvoie juste le document, le 3916. On l'envoie par sa messagerie sécurisée, par son espace personnel. On leur demande toutes les petites infos, on leur envoie. Et puis, tout simplement, on a été transparent et il vaut mieux le faire avant que... dans tous les cas, avant que ce soit eux qui reviennent, mais surtout, au vu de peu d'opérations qui ont été faites ici, autant fermer ce compte et puis donner toutes les infos et passer à autre chose. Oui, c'est ça. Donner le plus d'infos possible et montrer votre bonne foi parce que sinon, ça nous revient dessus. Un petit commentaire. On est toujours à moins de 70 000 $ sur le Bitcoin. Ça dure depuis maintenant quand même plusieurs semaines, même s'il y a quelques écarts. C'est intéressant. Un petit commentaire sur ce cours, oui, Morgane ? On me pose évidemment beaucoup la question. Que penses-tu du prix actuel ? Je pense qu'il faut réaliser que déjà Bitcoin est intrinsèquement volatile. Depuis sa création, c'est encore un actif qui est jeune, qui n'a que 16 ans d'existence. Dans le cycle passé, Bitcoin a déjà été chercher un premier sommet en avril 2021 pour ensuite se crasher à plus de 50%. Je pense que c'était presque 60% de sa valeur avant d'aller chercher un nouvel ATH. Donc le fait que Bitcoin puisse retracer en prix, oui, effectivement, c'est déjà arrivé dans le passé. Ça ne veut pas dire que le cycle actuel n'existe plus ou qu'il est mort, premièrement. Et puis même si on rentrait dans une phase qui est baissière et qui va continuer pendant un petit moment, finalement, les prix actuels, je veux dire, déjà c'est une opportunité pour ceux qui ne se sont pas encore positionnés, toujours intéressant de leur dire aussi. Et puis si vous croyez en l'actif, au futur de Bitcoin, le prix actuel est évidemment intéressant. Oui. On va voir ce qui va se passer en 2026. C'est vrai que pour l'instant, personne ne sait réellement. Ce cycle étant différent, les institutionnels qui sont arrivés depuis 2024 ont quand même changé aussi les choses. Ça va être intéressant de voir. Mais quoi qu'il en soit, Bitcoin a déjà descendu en prix. Ça ne l'a pas empêché de remonter et d'aller chercher un nouveau sommet historique par après. Toujours important de le rappeler. Oui, on regarde ce petit graphique là à 3 ans. J'aime bien le montrer celui-là parce que ça dézoome forcément par rapport à ce qu'on vit ces dernières semaines. Enzo, vous avez 1 minute pour conclure. Eh bien, pour répondre en même temps à la première question d'Alain sur les contrats futurs, moi ce que je regarde aussi, c'est donc les différences entre les contrats futurs qui arrivent. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de
Il y a une date qui arrive qui est assez proche, je pense, qui est à la fin du mois, parce que les contrats futurs, généralement, sont sur des perpétuels d'1 mois. Et donc, on va voir qu'à la fin du mois, visiblement, beaucoup de contrats arrivent à leur terme. Oui. On va voir quel repositionnement les traders vont prendre dans le marché. Je pense que le prix actuel devrait pouvoir convenir aux traders. On n'est pas trop cher, on n'est pas non plus cheap. Donc, c'est un prix moyen correct, je trouve, aujourd'hui. Donc, d'ici quelques jours, on va voir comment les traders vont se positionner sur les mois qui viennent. Je pense que ça peut être une information intéressante à avoir. Ouais, on va surveiller ça, évidemment. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission, répondre aux questions de nos auditeurs téléspectateurs. Morgane Ellandus, fondatrice de Crypto 360, Enzo Allo, fondateur et CEO de Crypto Patrimoine. Vous nous retrouvez tous les jours entre 15h et 15h30. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.